Bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue à vous également. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser plutôt que d'attendre la fin de la rencontre. Comme toujours, vous pouvez me couper, mais vous laissez parler les invités. Et pour commencer, pour aller justement dans ce que Franck annonçait, c'était l'idée, c'est essayer peut-être d'approcher l'homme derrière l'artiste. Mais déjà, pour commencer, peut-être est-ce qu'on peut rappeler qui serait Marcel Marceau, et peut-être dire quelques mots aussi sur l'art du mime, puisque les deux sont indissociables. Qui c'est qui veut commencer ? Mais chacun, vous avez votre mot à dire là-dessus. Moi, je peux faire, oui, une brève biographie, juste pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Marcel Marceau est né à Strasbourg le 22 mars 1923, fils d'un boucher cachère qui était émigré juif polonais. Il vit à Strasbourg toute son enfance, et puis il y a la guerre, il y a l'exode. Ils partent à Limoges. Il commence les arts décoratifs de Limoges. Au début, il voulait être peintre, il était très intéressé par les arts plastiques. Son père est déporté. Et là, la cassure se fait, il devient enfant caché. Et là va se fomenter son désir d'être autre chose, de ne plus être justement l'enfant caché. Bon, très important, effectivement, ce qu'on se disait, c'est que à 6 ans, il voit pour la première fois Chaplin au cinéma. Et en fait, la vocation naît de là, du cinéma. Donc ça, c'est très important. Voilà. Et après, il va être élève chez Charles Dullin. Il va avoir comme maître aussi Étienne Decroux. En 1947, il crée le personnage de Bip au Théâtre de l'Ambigu. Donc voilà, c'est un peu un anniversaire aussi, 2017, par rapport au personnage de Bip. Après, il crée sa compagnie en 1948, dont on voit des extraits avec le manteau de Gogol dans le film de Benoît. Et puis après, il fera cette carrière internationale de mime soliste, où dans le monde entier, il va porter l'art du mime et du silence. Et aussi l'objet de cette rencontre qu'on va, je pense, tous commenter, c'est justement de donner tout le prisme que représente la figure de Marcel Marceau, qui n'était pas seulement, voilà, il y a voilà, c'est tentaculaire un petit peu. Il n'y a pas que dans l'art du mime, il y a aussi tous les courants des autres arts, et voilà, tout ça on va évoquer. Je ne sais pas si Anne veut nous dire quelque chose sur justement l'art du mime, ce serait pas mal. J'ai l'habitude du micro. Oui. Moi, j'ai rencontré Marcel Marceau très jeune, fille d'un professeur de lettres et passionnée de littérature, les livres, les poètes. C'était le monde qui m'entourait. Je vois Marcel Marceau pour la première fois, le silence. Et paradoxalement, c'est pas Bip qui m'a plu en fait au théâtre, moi. C'est les pantomimes de style, et de me dire, ah mince alors, il y a une possibilité de la poésie. Alors on peut être aussi poète dans le théâtre. Moi qui aimais beaucoup le théâtre, le cirque, voilà, c'était là où je trouvais qu'il y avait les plus belles expériences en tant qu'enfant et qu'adolescente. Et là, ça a été une énigme. Donc, il m'a posé une question, en fait. La première fois que j'ai vu Marceau en scène, ça m'a posé une question du rapport entre la page blanche, l'encre, le vide en scène, le langage des gestes, du corps. Voilà, et je crois que c'est ça qui m'a passionnée et qui a fait que moi, après, qui suis devenue dramaturge, et le compagnonnage qu'on a eu tout au long de lui, jusqu'à sa mort, et moi encore, avec mes enfants aussi, et sur le théâtre, de me dire, alors, qu'est-ce que c'est cette question-là ? Évidemment, la responsabilité de parler après l'horreur de la guerre, après l'horreur des déportations. Est-ce que le langage a encore une crédibilité ? Je pense que
Cette question aussi, elle vient de lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut exprimer? Jusqu'où va la parole? Qu'est-ce que le mensonge? Il parlait beaucoup de ça avec les mots. Et donc on a, pendant des années, confronté notre âge. J'ai enseigné dans son école de mimodrame. J'ai ouvert un atelier expérimental. Aussi en tant que femme, parce que l'art du mime, je veux dire, même avec 2 bureaux, je veux dire, les filles, couturières, elles minaudaient. Donc, moi, ma génération ne se reconnaissait pas tellement aussi dans les thématiques. Donc, il a fallu s'interroger. Et j'avoue que jusqu'au bout, on s'est interrogé ensemble. J'ai eu la chance de pouvoir le diriger dans ma compagnie, dans un théâtre de mimodrame contemporain, dans des pièces contemporaines aussi avec du texte. Et il était ouvert à ça, parce que, hélas, le grand mime qu'il était, qui a porté l'art, et surtout au fur et à mesure de son évolution, de son âge, il a creusé. Et pour moi, c'est plus une question qu'une réponse, Marceau. La question reste sans réponse. Je ne dis pas j'apporte la réponse, puisque j'ouvre une autre question pour moi. Voilà, si je dois dire le rôle et cette dimension du silence dans les écritures contemporaines. Certes, il y a le hip-hop, enfin, toute l'influence par rapport à la danse, c'est extraordinaire. Mais moi, en tant que femme de théâtre, en tant que dramaturge, et liée aux mots, il m'a permis de déchiffrer et de trouver ma place, de trouver la place de l'acteur et la place du théâtre contemporain grâce à son travail sur le silence. Voilà, il a vraiment creusé le silence, il a questionné ça, il a questionné la métaphore, voilà. Et ça, c'est rendre la place de Marceau aussi, l'injecter au théâtre contemporain et pas toujours le mime, le corps. Certes, mais la danse aussi. Enfin, le flamenco, lui qui vient aussi, ses noces avec son petit costume, qui vient du flamenco. On va lui rendre hommage aussi à toutes ces influences qu'il a eues. Le flamenco gitan, mais aussi le flamenco théâtral. Donc voilà, ce sont des signes que Marceau traçait pour dire qui on est en tant qu'humain. Quelle est notre place dans le monde? Très social aussi, toujours lié au social. Pour ça que je dis, je suis un homme de théâtre. Je pose des questions sociales, des questions politiques. Et c'était un homme engagé aussi dans la vie et ascétique. Voilà, il allait... alors évidemment, la vie, le théâtre, pour lui, tout était, pour nous, la famille aussi, ensemble, parce que c'était indissociable. La figure de l'artiste, la figure du poète, la figure du passant, la figure du saltimbanque. On était là, sur la route. Ça, ton film, Toti, aussi, on est sur la route. On est jeté sur la route. Finalement, quelque part, on est tous en voie d'être des réfugiés. On est tous... Voilà, on est tout le temps dans une précarité. Et ne parlons pas de la précarité de l'artiste avant, hier, aujourd'hui. J'espère pas demain, parce que c'est quand même des fins assez douloureuses. Voilà, c'est... Je passe la parole à... Je peux peut-être un petit peu parler du fait... de la cinémathèque. Bonsoir. Alors, on est vraiment ravis de cette soirée que nous attendions avec une impatience. Enfin voilà, ça représente beaucoup pour nous. En plus, aujourd'hui, c'est le jour pour jour. Notre Marcel Marceau s'est éteint en fait le 22 septembre 2007, comme le disait Franck Loiret. Donc voilà, c'est un jour qui est très important. En même temps, même s'il y a une mélancolie forcément derrière cette soirée, il y a aussi beaucoup de joie parce qu'on va pouvoir lui rendre hommage à travers une sélection aussi de films. Alors le film de Toti, un film complètement inédit qui n'a jamais été diffusé. Toti va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. En fait... on a fait un dépôt à la Cinémathèque il y a quelques mois. À partir du mois de janvier, on a pu visionner un certain nombre de films que nous découvrions pour la première fois, pour beaucoup. Et oui, ça a été vraiment un moment très, très intense de découvrir une filmographie restée en sommeil, quasiment méconnue. Et notre désir, moi et Camille, grâce à ce dépôt et grâce à la Cinémathèque, c'est de valoriser toute une mémoire
qui est en fait très méconnu, voire complètement inconnu du grand public. Nous avons retrouvé finalement des maquettes de reportages pour des télévisions étrangères, des documentaires complètement inaboutis, des courts-métrages très rares, dont vous allez pouvoir voir ce soir d'ailleurs la bague d'Alain Resnais. Bien que Alain Resnais soit très connu, c'est vrai que c'est un court-métrage rare. Un film aussi allemand, un court-métrage qui nous a vraiment bouleversés, qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et autant de documents qui pourraient vraiment passionner des chercheurs, des chercheuses, pour approfondir aussi sur cet art. Marcel Marceau, qui était-il? Comme Diane, effectivement, je pense qu'il y a vraiment matière à découvrir l'ampleur du travail de cet artiste. Et donc pour nous, cette filmographie, cette mémoire, c'est un éventail très large, c'est une palette très large aussi sur l'homme au travail, sur lui aussi dans sa vie plus intime. C'était quelqu'un d'extrêmement pudique aussi sur sa vie personnelle. Mais je pense que voilà, toutes ces archives ne font qu'augurer, je pense, de beaux échanges avec la Cinémathèque de Toulouse. Et on est très très fiers, très heureuses. L'équipe a été formidable. Donc voilà, pour nous ce soir, c'est extrêmement important. Moi, je suis très 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 émue. Je repasse la parole. Merci beaucoup, Aurélia. Du coup, j'en profite pour poser une question, j'ai envie de dire un petit peu croisée, et puis on va venir, Toti, aussi sur l'expérience de votre film qui est vraiment quelque chose inédit, mais absolument singulier aussi, à voir. Mais juste pour rester sur la question des archives, parce que nous, à la Cinémathèque, bien sûr, on est ravis de ce dépôt, mais il y a ce que tu disais, c'est-à-dire que quelque part une forme de redécouverte à partir des archives, donc tout le côté émotion, mais de découvrir d'abord des images qu'on ne connaît pas, et à partir de ces images peut-être redécouvrir, où il y a des choses qui reviennent. Donc ça, c'est le côté, personnel, émotionnel, qui vous touche, et donc si éventuellement on peut en parler un petit peu, et puis Benoît aussi, puisque du coup votre film qu'on présentera demain, c'est un film aussi qui part justement des archives, qui part de Balma, là en l'occurrence, et du coup qui est aussi cette quête finalement de Marcel Marceau, qui est Marcel Marceau, et en partant des archives. Donc bien sûr toute cette question, j'ai envie de dire mémorielle, nous ça nous touche. Forcément c'est notre métier. Donc est-ce que vous pouvez peut-être dialoguer là-dessus, le côté plus personnel, et puis Benoît, le côté plus professionnel, c'est-à-dire aussi du réalisateur, même s'il y a du personnel aussi dans le sujet, dans le choix. Oui. Le dialogue, on l'a déjà eu pendant le film, donc non, oui, mais par rapport à cette notion d'archive, en fait, c'est vrai que moi, Marceau, je l'ai pas connu que par les archives. Je l'avais d'abord rencontré 2 fois. Je vous raconterai des petites choses que vous savez pas. En 98 et en 99. Donc j'avais une idée sur Marceau. C'était pas un type facile, visiblement. Enfin, j'avais envie de bosser avec lui. Et on pourra revenir après sur ce que m'a généré ces 2 rencontres en 98 et 99. Mais par rapport aux archives, c'est vrai, quand il s'est agi de faire un film sur lui, j'ai regardé 250 heures d'images qu'il y avait à l'INA. Donc j'avais une idée très précise de comment Marceau était enregistré par la télévision française, on va dire. Qu'est-ce qu'il produisait de lui auprès du grand public et dans l'inconscient collectif. Donc je savais très bien ce qu'était l'art du mime pour les gens comme moi qui s'intéressaient au monde du spectacle. Voilà. Mais je ne savais pas qui était le bonhomme, à part ces 2 premiers rendez-vous en 98-99. Mais donc en 2016, quand j'ai regardé ces 250 heures d'archives, j'avais une idée de ce que je pouvais avoir comme matière, principalement pour mon film, parce que quand on fait un film d'archives, il faut essayer d'éviter d'être simplement dans ce dispositif qui serait... je vais faire un film avec des archives, et puis il y a interview des gens vivants et archives, interview des gens vivants. Il fallait éviter ça, quoi. Donc la matière était très riche pour... Pardon ? Oui, voilà.
Oui. Et donc, en fait, la gageure, c'était comment faire un film intéressant avec simplement ce que produit la télévision. Donc, quand on sait ce que produit la télévision, ça pourrait être très réducteur, quoi. Et donc, je me suis nourri de ces 2 premières rencontres avec Marceau pour me dire comment je pourrais échapper à ça, à simplement archive, interview. Et c'est vrai que quand on fait un documentaire, il faut trouver un dispositif qui fera qui sera au service d'une dramaturgie, donc qui ne sera pas simplement un enregistrement du réel. Et le dépôt des archives à la Cinémathèque est une chance pour Marceau, est une chance pour vous, et puis a été une chance pour mon film, quoi. Voilà. Puisque on a mis en scène ce fait que vous découvriez les archives avec moi, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler des fameuses rencontres? Oui, enfin, donc là, c'est plus proche. C'est-à-dire que je l'avais rencontré en 98 d'abord dans un premier temps, parce que comme j'ai fait beaucoup de documentaires, parfois autour de peintres, de sculpteurs ou de comédiens, j'avais toujours envie de faire quelque chose sur le mime en pensant, benoîtement, si je puis dire, que faire un film sur un mime, ce serait muet, donc ça aurait une carrière internationale, puisqu'il n'y aurait pas besoin de traduction. Et j'étais persuadé de ça, quoi. Et évidemment, aucune chaîne de télé veut un film où il y a du silence. Donc j'ai gardé le projet sous le coude et avec toujours ce désir de toujours essayer de faire quelque chose avec le mime. Donc un jour j'étais allé le voir parce que je faisais un film pour le Quai d'Orsay qui voulait, c'était en 98, faire un film qui représenterait le rayonnement de la France à travers le monde, et c'était un film qui était pour toutes les ambassades de France dans le monde. Vous ne saviez pas ça, hein. Et donc, à la demande du producteur, j'étais allé voir Marceau, puisque Marceau était censé représenter la culture. Pour l'industrie, il y avait je ne sais plus quoi. Pour le sport, il y avait je ne sais plus qui. Et pour la culture, il fallait que ce soit Marceau qui soit l'emblème de la culture, le rayonnement de la France à travers le monde. Et lui, ça ne l'intéressait pas du tout d'être une tête de gondole, quoi, finalement. Et donc, lui ne voulait pas participer au film, il voulait qu'on fasse participer les étudiants de son école. Et donc, lui, il a refusé de participer. Et on a pu faire une petite séquence de 10 minutes avec les étudiants de son école. Et ce qui était marrant, c'est que donc, à l'époque, en 98, mais je l'ai compris bien après, en vous rencontrant en 2016, en 98, ce qui l'intéressait principalement, c'est que je déclare les étudiants de son école, enfin, qu'ils aient un cachet d'intermittent du spectacle. Absolument. Que ce ne soit pas simplement des étudiants de l'école du mime Marceau qui participeraient à ce film, mais que c'était des artistes à part entière, quoi. Donc je le trouvais déjà un peu tatillon, mais après j'ai compris effectivement c'était la reconnaissance sociale finalement du mime, reconnu comme étant un art à part entière, puisqu'il fallait leur faire des cachets d'intermittents du spectacle, donc de comédiens, etc. Donc c'était la première rencontre avec lui en 98, et donc je voyais un type intransigeant, quoi, par rapport à la vision qu'il fallait que la société française ait du mimeodrame. Première rencontre. Bon, j'étais content de l'avoir fait, mais je voulais faire un film avec lui, moi, quand même. Donc, un an plus tard, je retourne le voir, parce que je faisais un documentaire sur les enfants cachés, 52 minutes pour différents France 3 et France 5, sur les enfants cachés pendant la guerre. Et donc, j'étais allé le voir en 99, puisque quand on fait des recherches sur les enfants cachés pendant la guerre, la famille Mangel, donc sa famille, apparaît comme étant aussi des gens qui ont été évacués de Strasbourg dans le Périgord. Et donc, j'étais allé le voir. Et il ne se souvenait pas de moi alors qu'on s'était vu un an avant, mais donc il bossait tellement il était tellement sollicité par les télés qu'il ne se souvenait pas de Benoît Sourty. Mais moi, je me souvenais de lui. Et donc, en 99, j'ai essayé de l'intéresser à ce projet, qu'il trouvait très intéressant, mais il ne voulait pas participer à ce projet sur lui, enfant caché. Non pas que ça ne m'a pas marqué, parce que mon film raconte quand même qu'il a été très marqué par ça, hein, grâce à votre témoignage. Mais à cette époque, en 99, je serais réducteur, mais ne l'intéressait que son école. Enfin, il était vraiment à fond dans... C'est ça qui doit exister en ce moment. Donc, j'ai jamais fait ce film avec lui en 99. J'ai fait avec d'autres enfants cachés. Malheureusement, il y en avait plein d'autres. Et donc, j'ai pu le faire avec d'autres témoins que lui. Et voilà, donc... il voulait pas faire un film sur son enfance pendant la guerre, ne l'intéressait que le mime. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2016, il me semble, après. Voilà. Sans lui, mais sur lui. Donc, j'avais une idée de qui il était, mais voilà. Non, juste pour peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, il ne voulait pas faire un film sur enfants cachés. On n'a eu que des conversations là-dessus aujourd'hui, sur le fait qu'à partir du moment où effectivement il y a cette brisure du père qui est déporté, il n'a de cesse
qu'être seulement artiste et pas ni enfant, ni homme, ni le passé, ni le quotidien, ni la famille. C'était juste son art, porter son art. Et effectivement, Benoît, c'est marrant que tu fasses ce film où finalement tu racontes tout ce parcours et tu as cherché, avec la perte de l'école de mime, justement, il était obsédé par ça. Et Toti aussi, qui dans son film cherche l'homme, mais qui n'a pas trouvé apparemment. Un essai. Merci. Bonsoir. Oui, je vais vous raconter. Je suis de Barcelone. Effectivement, je suis le producteur de cet enfant, petit enfant qu'on a créé en 1976, qui s'appelle Marcel Marceau, Souvenirs et Rêves. En anglais, le titre original, c'était Memories and Dreams, parce que l'idée, c'était d'aller les montrer à New York et dans le monde anglo-saxon. Alors, c'est intéressant, peut-être ça peut vous intéresser. Comment et quand j'ai rencontré Marcel Marceau, c'est une longue histoire. Je vais faire vite parce que l'important ce sera de voir les films et puis peut-être Anne, elle a beaucoup de choses à dire et tout le reste, Benoît, etc. Et c'est une longue histoire. Je devais avoir environ 10 ans quand j'ai vu Marcel Marceau sur le plateau pour la première fois. C'était vers 1959, j'avais 10 ans. C'était dans un petit théâtre à Barcelone, près de la Ramblas. On l'appelait Théâtre Roméen. Il existe toujours. Apparemment, j'ai une forte impression dans mon subconscient, parce que j'avais 10 ans, et depuis, alors 16 ans se sont écoulés, j'avais 21 ans, et je me suis retrouvé en train de produire ces documentaires. Mais ce n'était pas une chose pensée, évidemment, dans la jeunesse, on ne pense pas beaucoup. Mais je me suis retrouvé dans ces situations. Et c'était évident, c'était une chose, a matter of fact. On va faire ces documentaires avec Marcel. Comment j'ai rencontré Marcel, mais vraiment dans la vie, pas dans les plateaux. Alors ça, c'est intéressant ici. Peut-être ça vous fera quelques idées de comment la chose est allée. Et j'ai rencontré à nouveau, je donne le mot, j'ai trouvé ou rencontré un sens spécial et déterminant dans la vie des gens, parce que ma connaissance de Marcel, le temps qu'on a travaillé ensemble, c'était déterminant pour ma vie. Et c'était au Regency Hotel, dans la 6e avenue, à New York. Et Marcel était en tournée aux États-Unis et avait plusieurs fonctions à New York, à Los Angeles, à Chicago, etc. Alors j'ai assisté au théâtre à New York avec mon ami Pico Harden, qui a été le réalisateur du film. Et on se mettait là dans le théâtre, un théâtre comme ça, avec un scénario, et on filmait avec des petites caméras Super 8 blindées, parce qu'il fallait effacer les bruits de la caméra. Les gens, le public disaient hey, « vous, alors là-bas, vous faites des bruits ». Nous étions entêtés à faire des esquisses de numéros de Marcel, etc. Et peut-être c'était les premières esquisses de ces documentaires que vous allez voir maintenant. Ça, c'était les premiers moments. Alors, à ce moment-là, avec Marcel, je me suis rencontré dans le lift, dans l'ascenseur, et je disais « Ah, monsieur Marceau, je voudrais faire un film comme ça, tout carrément. » Alors, venez, Marcel, il était toujours très attentif et très... comment un jeune homme, il était déjà un artiste consacré. Et venez vous voir à la chambre, tout ça. Ah, bien. Alors, il était enchanté. Il m'a dit « Écoutez, je pars le 19 mai 1976 de Paris avec les Tréteaux de France vers Avignon et je ferai, je ne sais pas, c'était 20, 30, 25 représentations par toute la Provence, etc. Si vous êtes là le 19 mai avec votre équipe, vous avez les documentaires avec vous, enfin je suis ravi, tout ça. Il ne m'a rien demandé d'autre. Alors à ce moment-là, j'ai mis l'équipe toute en vitesse. C'était au mois d'avril aussi. En mai 19, j'étais à Paris avec l'équipe et je me souviens, il m'a dit « Bravo Toti, vous êtes un homme d'action ». Bon, c'était un bon commencement, il était « Vous êtes un homme d'action ». Alors j'étais ravi. Et pour être honnête, nous ne savions pas exactement comment le tournage allait se développer. C'était un road movie, c'était un documentaire, il fallait improviser beaucoup. Les degrés d'improvisation étaient grands, mais après, dans la salle d'édition, il fallait récomposer voilà, l'artiste et l'homme. Non? Le tournage était assez facile parce que les paysages et les spectacles de Marcel avec les tréteaux et
Et les gens qui montaient les chapiteaux, tout ça était tellement éveillant et riche en couleurs, en mouvements. Et les personnages, Marcel Marceau, nous éveillaient tout le temps à chaque moment, non? Et il était content d'avoir les jeunes gens autour de lui. Il était déjà un grand artiste, un grand consacré star. Mais c'est ce qui était un peu difficile, c'était après, dans la salle d'édition, étant s'il aurait aimé les films qu'on était en train de récomposer. En fait, c'est qu'il aimait tout ce qu'il était l'artiste, mais on ne pouvait pas trouver bien l'homme qui était derrière son art, parce qu'il n'était pas intéressé quand même, parce qu'il était dans le sens de sa projection artistique. L'homme, ça ne lui intéressait pas. Mais enfin, vous verrez vous-même comment ça se voit, si on peut le voir tous les aspects ou pas. Alors, la question technique du film, c'est intéressant de parler, si ça vous intéresse la technique, parce qu'alors, on tournait avec 16 mm, l'édition, c'était très difficile à faire avec les vieux Moviola, et c'était tout très manuel. Et maintenant, la technique a changé beaucoup. Alors, c'est intéressant, et même la production aujourd'hui de ce film, ce serait toute une autre chose, beaucoup moins chère. Et les changements de la technique et de l'évolution de l'image et de la cinématographie, ça fait 40 ans, c'est bouleversant. C'est toute une autre chose. Je dois dire qu'il faut avoir toujours l'idée que l'idée, ça soit bon, la technique, ça peut t'aider. Et aujourd'hui, ça aide beaucoup, évidemment. Quelqu'un avec une bonne idée, avec très peu de moyens, avec les moyens d'aujourd'hui, et l'image numérique, et l'édition avec les computers, et avec l'ordinateur, la technique te donne une versatilité formidable. Bon, ça c'est une question à avoir présent. Et le degré d'improvisation était grand, mais on s'en tirait bien. Je dois dire que Marcel n'a pas aimé ce film parce qu'il a eu un déni radical de Marceau. C'est le résultat édité et final. Et en fait, comme j'ai mentionné, l'idée fondamentale n'a pas aimé. Et en fait, il n'aimait pas les titres non plus. Il disait, Toti, ce n'est pas mes souvenirs et mes rêves. Alors, si les titres étaient ratés, tout le reste était raté. Complètement. Alors, je dois dire que Marcel avait une esthétique très précise et classique. Il était très difficile de lui faire plaisir. Pendant les tournages, il n'y avait pas aucun problème. Il était très jeune dans les tournages, en aidant les gens. Il était très collaborateur. Et vous verrez, il y a une partie intégrante dans le développement des films qui nous avons remarqué le travail des gens qui travaillaient dans les cirques, qui montaient les chapiteaux, les tréteaux, les chapiteaux, tout ça. Il n'aimait pas du tout cette partie-là. Et pourtant, Marcel, comme on dit, Hansiko, il était un homme qui était toujours dans le social et en rapport avec les rapports de l'art avec la société, les significats. Alors, il y avait des contradictions, mais ce sont les contradictions des artistes, et des artistes très spéciaux et singuliers comme Marcel. Alors, c'est intéressant la post-production, juste en seconde. Et alors, 30 ans se sont écoulés, ou 35, et tout d'un coup, je sais, bon, il faut se mettre en contact avec Hansiko. Je lui ai écrit un petit email. Alors, oui, à l'époque, il n'y a pas d'email, mais voilà, la technique avait évolutionné beaucoup. Il dit, Anne, je suis là. Ah bon, tu es là? Et oui, je suis là. Et alors, viens me voir. Je suis venu voir Hansiko à sa demeure, à Anglars-Juillac. Et on a parlé de tout ça. Et avec Aurélie et Camille, on s'est dit, bon, il faut remettre la chose en question. Et alors, j'ai eu l'idée formidable, je crois que c'est formidable, de lui faire une donation à la famille Marceau, à Camille et Aurélie, en concret, mais notarial, de tout le matériel, parce que pour moi, c'était un échec dès que la chose n'arrivait pas à sortir pour être vue par le public comme vous. Est-ce qu'on peut, pardon, c'est juste pour préciser du coup, parce que
en fait, du coup, le film n'est jamais sorti, le film n'a jamais été montré parce que Marcel Marceau était contre, en fait, parce que ce film, même si le tournage l'a enchanté et qu'il a vraiment donné de sa personne, qu'il a voulu peut-être diriger par certains moments, mais en tout cas qu'il a laissé tourner, au final, le film monté ne lui a vraiment pas plu, donc il n'a pas donné son accord, et du coup, le film est resté dans ses boîtes jusqu'à jusque-là, et jusqu'à ce soir où vous allez être les premiers à les voir en salle. Voilà, et vous êtes les premiers à le voir en salle. C'est un film inédit depuis 40 ans. Alors, mais c'est un succès total. Je dois remercier, pour commencer pour la Fond, à la Cinémathèque, à Camille, à Aurélia, à Anne, à la Cinémathèque de Toulouse et à la Filmothèque de Catalogne, parce que je donnais évidemment la permission pour faire des amélioремents, des copies, etc. Et je suis très curieux maintenant ce soir de voir les choses qu'ils ont fait avec la Filmothèque de Catalogne et la Cinémathèque de Toulouse. Alors, je dois dire, je finis parce qu'on est encore dans le temps, non? Et non, attends, je suis un petit... J'ai écrit ça, j'ai plein de papiers là. Et voilà, je dois dire une dernière chose. Pour moi, Marcel était toujours une référence artistique et humaine, parce qu'on est aujourd'hui à refaire sa mémoire et à s'en souvenir de lui et de sa philosophie et sa vie. Marcel était issu de la deuxième génération de la guerre mondiale. Et comme nous le savons, et à cause de son origine juive, sa période historique marque sa vie et sa philosophie. Peu de temps avant que notre aventure artistique ne se termine, un jour il m'a déclaré « Toti, je n'aurai jamais confiance dans l'être humain. » Marcel avait eu beaucoup de déceptions et sa vie et celle de sa famille et les circonstances qui l'accompagnaient lui avaient donné une image sombre et très sombre de l'humanité. Cependant, tout au long de sa vie, il a lutté pour la justice, la beauté, l'égalité et la solidarité entre les êtres humains. Et ça, c'est les reflets de son spectacle et de son art. C'est ce qu'il y a derrière. C'était son message. Et il l'a fait seul, à l'obscurité de la scène, créant et recréant les ironies de la vie. Et de l'histoire et de ses contradictions. Marcel appartient à cette génération d'humanistes et de philosophes qui ont essayé de refléter une histoire humaine totalement contradictoire et atroce. De mon humble point de vue, il a bien réalisé et c'était un succès. Et aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer et nous en souvenir. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, du coup, j'en profite là pour rebondir sur deux choses. Peut-être cette question qu'on a posée d'emblée et à laquelle on n'a pas encore vraiment répondu, si ce n'est peut-être par des interstices, c'est-à-dire la place entre l'homme et l'artiste. Quand est-ce que, presque j'ai envie de dire, quand est-ce qu'il n'était plus artiste? Je m'adresse à vous et à Anne, parce que justement, vous disiez l'art, c'était tout le temps à la maison. Donc est-ce que même pour vous, l'homme apparaissait, dans quelle mesure? Est-ce que mais quand même, l'homme apparaissait, oui. Non. Alors, non, mais ça rentre dans l'intimité. L'homme n'était pas que bip à la maison. Non, bien sûr. Mais c'est comme, je crois que c'est pour tout le monde pareil, en fait. Je ne crois pas que ça soit spécial de dire ce qui se font à partir du moment où on a une inquiétude, l'inquiétude humaine. Rossellini, on lui disait, pour revenir au cinéma, pour faire ma petite... Mais c'est parce que ça m'a fait réfléchir, ce truc de Rossellini. Quand tu lui disais, vous êtes un grand cinéaste, il disait, non, je ne suis pas un cinéaste, je fais mon métier d'homme. Et qu'est-ce qu'un homme? C'est quelqu'un qui se hisse sur la pointe des pieds pour apercevoir l'univers. Et ça va aussi avec la cage. Tous les pantomimes qu'a écrit Marceau, les pantomimes de style, comme j'ai dit, c'est ça, essayer
non pas d'aller vers la transparence. Hein. Le poète Adonis nous dit bien, on ne va pas de l'obscur à la lumière, on s'avance vers une autre sorte d'obscur, moins épais. Et je crois que c'est ça, Marceau, avec sa blancheur et son obscurité autour, parce que c'est un... Je parle de Marceau seul, hein, parce qu'il a eu sa compagnie, c'est formidable. Ça sera un autre chapitre, il faut lui rendre cet hommage. Il a défriché le théâtre, il a fait des choses, c'était magnifique. Mais c'est cet homme avec une seule petite ampoule qu'on dit la servante au théâtre, hein, on pourrait dire ça, améliorée avec un projecteur, l'obscurité autour, et Marceau, il essaie de déchiffrer l'univers, il parle beaucoup de ça aussi, l'homme, le face-à-face, il regarde droit dans les yeux l'autre. C'est rare quand même, c'est rare. Et aujourd'hui, c'est encore plus rare, sans rien devant, tout nu, quoi. Enfin, voilà. Donc, dans la vie, les parents, enfin, il n'y a pas tout d'un coup, je mets un masque et je simule. Après, ça peut devenir effectivement une situation qui peut dégénérer, c'est-à-dire on n'arrive plus à sortir de son personnage. Mais comme dans la tradition, le masque ne dissimule rien, le masque il révèle quelque chose. Donc, dans ce sens-là, lui, c'était plus se protéger avec ce masque. Ce masque blanc le rendait de toutes les nationalités, de tous les pays, de tous les milieux sociaux. Il disait, ce personnage-là, il n'appartient pas à une classe, il n'appartient pas à un monde même. Il y a les outre-mondes, il y a l'ubiquité, il était là, il était ailleurs. Donc je crois que c'est ça qui est cette force présente. Et je crois que dans le fond que vous avez, finalement, que la Cinémateca, c'est tous ces sédiments, je ne dis pas fragments, parce que finalement, nous sommes tous, si on voit, on se pulvérise, on est quoi? De quoi on est fait? On a une forme, comme ça, une shape, mais c'est tous ces morceaux, ces fragments qui constituent, non pas un poste, qui constitue une figure, mais qui changera, selon le film qu'a fait Benoît, le document qui était... dangereux, c'est très difficile de faire ça, documenter en même temps sensible, en même temps, eh bien, tu n'es pas tombé dans le piège de la réponse. Pose des questions, prends pas ça, subtilement, ça tresse quelque chose, ça éveille. On nous donne tellement de certitudes tous les jours, prêt à penser, ne réfléchissez pas, clac, 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 de l'image, du son, du truc, clac. Et Marceau, il arrive. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé après, au niveau de mes expériences avec lui, c'est de le filmer sans bouger aussi. Qu'est-ce que l'immobilité? Moi, au théâtre, je me pose cette question. Un corps immobile. Donc, lui, tout seul, et les nuages qui passent derrière. Donc, ce n'est pas un arrêt sur image. Et je le laisse comme ça pendant... On pourrait dire, quelles sont ces expériences que tu fais sur lui? C'était à la maison, c'était voilà, dans notre demeure, sur le pré devant. Et mais je le regarde aujourd'hui, on a ressorti les archives avec les enfants, parce que tout ça se faisait en famille aussi. Et je me dis, là, il y a une énigme, un peu comme Giacometti, quand on lui disait, oh, c'est formidable, vous avez réussi votre carrière, vous êtes dans tous les grands musées du monde, quelle belle aventure. Et Giacometti, parce que vous pensez que c'est une belle aventure. Et il disait, mais non, je cherche, qu'est-ce que la matière? Et Marceau, c'est un peu ça. Qu'est-ce que l'existence humaine qui peut disparaître comme ça? Qu'est-ce que voilà. Et je trouve que c'est une très belle, pas leçon. Ça nous accompagne au-delà de toutes les réductions légomaniaques, je dirais pas. Voilà, comme Chaplin, il est victime aussi de son succès, de miniaturisation, de modélisation. Marceau qui sourit, Marceau qui s'appuie, Marceau qui fait ça. Et quel dommage. Et je pense que vraiment, c'est dans certains moments de son, je pense au papillon, on en parle souvent, de ces numéros, il y a un moment où il passe, quand il y a le papillon comme ça qui va mourir et qui lui fait un truc artificiel, puis qu'après le papillon il renaît, ce moment-là, ce sont des moments qui nous atteignent directement et qui sont aussi une chose à méditer, une chose qui nous poursuit, qui perdure en nous. Vous voyez, c'est pas de la colère. Marceau alors fait ça. Même si on a voulu, finalement, on devient la défiguration de soi-même. Tous les artistes sont... Donc, la vie, c'est pareil. Dans la vie, il est sensible. Dans la vie, voilà, c'est la même chose. Donc, on ne va pas parler vie privée. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Vie privée, il n'y avait pas de vie privée. Voilà, enfin, ça c'est... Non, il n'y avait pas. N'y allons pas. C'est
pas. Oui, non, mais c'est aussi une discussion qu'on avait sur l'homme. Enfin, oui, bien sûr, il était vivant, mais effectivement, il n'y avait pas ce qu'on dit. C'est-à-dire, il n'y a pas l'homme de la scène et l'homme de la vie privée. Il était toujours obsessionnel sur son art et tout était. Il avait reconstruit un monde de théâtre. Sa maison était un théâtre. Sa façon de vivre les repas était théâtrale. Non pas que ce soit faux. C'est pas une histoire de fausseté ou de quelqu'un qui aurait le délire mégalomaniaque, mais plutôt de recréer un monde beau, déjà, quelque chose de beau, où la lumière, on étudie la lumière pour que toujours être bien éclairé, mais avec douceur, enfin, toujours pareil, pas de l'ego, être sous les projecteurs, mais allumer les bougies, les carreaux colorés, enfin, toute cette ambiance. Donc, recréer un monde comme ça et partager des réflexions, voilà, en fait, c'était surtout ça. Soit on était dans les coulisses à regarder, soit on regardait les répétitions, soit on partait en tournée, soit on avait des discussions philosophiques, soit il fallait le laisser se maquiller. Voilà, enfin, tout était autour du théâtre, finalement. Il n'y avait pas cet aspect vie privée. Benoît, tu veux dire quelque chose ? Non, mais je te laisse finir. À toi. Il ne faudrait pas non plus qu'on se contente de dire qu'il mettait de l'art dans sa vie. Parce que c'est ça, en fait, finalement, ce que vous dites, c'est qu'il respirait l'art, quoi, pour dire vite. Mais non, bon, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué en regardant toutes les images, c'est quand même un type qui bossait, quoi. Donc ça sortait pas comme ça parce qu'il aurait été éclairé. C'est parce qu'il bossait comme un fou, quand même. Hein. Donc il y a le côté quand même. Effectivement, l'art est toujours présent au quotidien et quand on épluche une pomme, on le fait pas avec banalité, par exemple. Mais il bossait comme un fou, quoi. Enfin, c'est quand même. Je me plaçais dans la position parce que la question de Franck était par rapport à l'homme, à l'intime, enfin entre guillemets. Dans l'intimité, puisqu'on est ses filles. Donc, quel regard on porte à ce niveau-là ? Bien sûr, il n'était obsédé que par ça, oui, effectivement. 360 représentations par an, tu sais, l'espace... 360 représentations pendant longtemps dans sa vie ne laisse pas d'espace pour... bien sûr, oui, mais je ne crois pas que ça soit antinomique. Le travail, bien sûr. C'est... Non, justement, il y a voilà, mais... Non, alors du coup, parce qu'on parle justement de la scène, on parle du théâtre, et si on parle de cinéma, justement de ces expériences, parce que au début, il y a le cinéma, Charlot, Chaplin, et ensuite il a tourné, il n'a pas tourné tant que ça, mais il a tourné quand même, et des rôles assez marquants, donc qu'on retient. Et quel était son désir de cinéma, et quelle a été son expérience, est-ce qu'on peut parler en général, et voire même en détail sur certains films? Alors, tout à l'heure, effectivement, on a eu une discussion là-dessus. Moi, j'aimerais bien que Anne puisse reparler justement de Shanks, notamment. Tout ce que tu disais tout à l'heure était très intéressant, sur aussi les projets qu'il aurait souhaités, mais qui n'ont pas pu se faire. Il a eu des regrets. Il aurait beaucoup aimé tourner avec Fellini. Il ne comprenait pas pourquoi Fellini, qui a fait appel à beaucoup d'artistes aussi et beaucoup de gens de théâtre, ne faisait pas appel à lui. Il a ce que tu disais un peu, Toti, c'est-à-dire que pour lui, dans le cinéma, il avait cette main de Charlie Chaplin et Les Enfants du Paradis, qui est une référence. Jean-Louis Barrault et Debureau, qui joue Debureau pour lui, mais c'est quelque chose. Donc je crois qu'il a cherché vraiment à travers les longs métrages, en tous les cas les films de fiction, à dire je vais peut-être faire mon film, mon Debureau à moi, mon Marcel Carné, mon chef-d'œuvre, où je vais pouvoir rester sur la pellicule, puisque ce qu'il
derrière, c'est toujours cette immortalité, cette mortalité, cette immortalité, pour que son art soit fixé quelque part. Donc il y a eu De Bureau, et pourquoi pas Marceau? Parce que De Bureau, c'est le mime d'une certaine époque. Voilà, c'est une... Et donc, il avait toujours ça en arrière-pensée, ce qui a fait que c'était parfois difficile, parce que dès qu'on lui disait, comme par exemple avec Iraj Azimi, ce beau film des îles, quand Azimi lui propose bon, c'est pas le premier rôle, hein, mais de jouer dans les îles, et qui lui dit, ben, Monsieur Marceau, venez avec... il y a un costume dans lequel vous êtes bien... et qu'il arrive et qu'il joue dans le costume qu'il a apporté, sans maquillage. Il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce cinéaste? On m'a pas maquillé, on m'a pas... Donc, entre le naturalisme, la stylisation, sa place au cinéma a toujours posé un petit peu de problème. Et ça a été Shanks aussi. Il a tourné avec Bill Castle, William Castle, qui était plutôt de films d'horreur, mais qui avait produit Rosemary's Baby. Donc, quand il a approché Marcel Marceau, c'était en tant que producteur de Rosemary's Baby. Et alors, Marceau se disait, c'est très, très intéressant. Là, il m'approche, je vais faire un film, on va inventer, il va y avoir un scénario. Il y a un scénariste qui a écrit un scénario, d'ailleurs, plus intéressant que le film. Et après, il disait, alors, quel réalisateur? Et Marceau disait, je veux Polanski. Et Roman Polanski était pris sur un autre tournage. Et il a dit, tu as produit le film de Roman Polanski, tu vas faire la réalisation. Et voilà, et là, il y a eu évidemment voilà, il lui disait, tu surjoues, vous surjouez, Marcel. Et lui disait, je suis mime, je ne fais pas des films d'horreur. Enfin, il y a eu des moments un petit peu difficiles comme ça où... Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, il jouait deux rôles. Il jouait deux rôles, le jeune marionnettiste et puis le vieil homme. Voilà, donc... et les moments où il a... Avec Azimi, c'était des belles présences, parce que vraiment, Marceau, c'est dommage qu'il ait eu cette... D'abord parce qu'il était très pris, comme tu dis, il tournait dans le monde entier, donc il avait peu de temps. Bergman l'a approché. Il voulait faire un film avec Marceau en tant que comédien, en tant qu'acteur de cinéma, pas en tant que mime. Quand même, Bergman qui l'approche, qui va le voir aux États. Et puis Marceau qui lui propose de faire la réalisation d'une adaptation de ses numéros. Voilà, c'était difficile, parce que peut-être il ne croyait pas, il ne croyait pas en sa puissance de comédien sans la forme du mime. Puisqu'il aurait voulu parler, on avait projet, vraiment, ça lui plaisait. J'ai des filles, enfin, on a fait beaucoup d'expérimentations comme ça avec lui. Il n'aimait pas sa voix, il était mal à l'aise. Voilà, il ne se reconnaissait pas, mais je crois qu'il aurait aimé. Il n'a pas eu assez de temps. Il n'a peut-être pas eu, voilà, c'est ça, c'est le temps pour que les choses s'arrêtent. Et que des réalisateurs puissent, tu vois, comme toi, Toti, je me souviens des crises. Des crises, bien dire. Parce que quelque chose lui échappait, mais il pouvait énormément être malléable, faire confiance. Quand il sentait que, voilà, on cherchait quelque chose, qu'il cherchait aussi, et qu'on lui laissait le temps de son propre apprivoisement. Oui. Vous voyez, parce que lui aussi, il avait besoin de s'apprivoiser, parler, travailler au théâtre. Et c'est dommage que le milieu de théâtre aussi est quand même catalogué. Voilà, c'est le mime. Enfin, en France, parce qu'ailleurs, vraiment, il a tellement influencé c'est fou, tout les ans. Si on connaît Baryshnikov, ce grand danseur qui connaît toute la littérature, on ne faisait pas de barrage. Il y a d'autres pays où on ne fait pas le barrage entre le verbe, le silence, le corps, l'intellect. Si on danse, on ne lit pas les poètes. Enfin, c'est en train de changer tout ça, tant mieux. Ben oui, les générations, ça y est, tout vole en... C'est formidable, d'un côté, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre.
Mais voilà, donc c'est... Et du coup, il a jamais pensé à réaliser lui-même, à passer à la caméra, puisque on sent ce côté interventionniste, j'ai envie de dire, dans le processus de fabrication d'un film. Et ça l'a jamais intéressé. Il n'a jamais pensé à écrire un film, le faire lui-même, et pourquoi pas et jouer aussi, quoi, de tout. Non, parce qu'il avait ses propres limites. Lui, ça limitait à la grammaire du mime, et il a réussi avec les mimes. Il avait tracé ses propres limites. C'est sa femme, moi, ou un réalisateur comme Benoît, peut-être, qui voyait des possibilités dans des autres domaines, non? Mais alors, il avait tracé ses propres limites. Alors, il n'a pas eu... Non, oui, parfois, il m'a raconté des... Enfin, il créait tout le temps des mimodrames. C'était sa création, et le mimodrame peut être filmé ou bien représenté en théâtre. Alors ça, c'était sa création constante. Et il pouvait le faire, évidemment, avec beaucoup de maîtrise. Mais il était un homme très pris par les plateaux et par la nécessité aussi économique de jouer, et aussi avec la nécessité d'être avec le public, et que le public l'applaudissait. Il avait les craques de l'artiste et de l'étoile, donc il a besoin de l'applaudissement. Ça, on peut le comprendre très bien, non? Mais oui, mais comme réalisateur, non, il fait les plans comme ça. Il comprenait très bien le langage cinématographique, très bien. Mais lui, il avait son travail, son boulot. Il me disait, petit, heureusement que je ne suis pas au chômage. Donc, écoute, je lui disais, non, tu ne seras jamais au chômage. Écoute, tout le monde veut de toi et tout le monde veut te voir. Japon, en Australie, en Chine, en Amérique du Nord, du Sud, il était partout, tout le temps. Il avait 86 ans, je le voyais à Facebook, en Sud-Amérique, encore avec sa masque bip, et là, parfait. Et puis, avec la masque, on ne voyait pas l'âge. Avec la masque, on ne voyait pas qu'il avait 82 ans. Dans ce rapport au cinéma, en fait, il y a deux choses aussi. C'est premièrement, quand il découvre le cinéma, c'est les acteurs du muet. Donc forcément, il y a tout ce travail du corps et du masque qui sont chez les acteurs du muet, qui est une véritable cassure quand arrive le parlant. Et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, le côté surjoué, ben, lui, c'est son influence, c'est ce côté-là. Et paradoxalement, sur scène, il y avait cet aspect totalement cinématographique, c'est-à-dire qu'il était effectivement seul en scène, un corps, un visage, et il ouvrait des espaces et créait différents plans. Donc il arrivait à d'un seul coup créer tout un univers et dessiner un décor, donc un plan large, on pourrait dire, en écriture cinématographique. Et puis après, l'art de passer au gros plan, d'isoler une main ou de créer d'autres personnages, le chant contre chant, enfin c'est incroyable. Il écrit un film en fait, en scène sur un plateau vide, totalement nu, et il crée aussi du coup toutes les métaphores. Et pour rebondir aussi sur le film qui va être présenté ce soir, Contraste, c'est ça, c'est-à-dire que le réalisateur, il l'a filmé donc, dans ce numéro, Contraste, qui est une sorte de métaphore de la vie humaine, avec les grands pans de l'histoire, qu'ils soient dramatiques ou joyeux, hein, les naissances et puis la guerre, et la vie et sa propre vie. Et le réalisateur insère dans ces plans vides, vraiment avec juste sa silhouette et sa force dramatique, des vraies images d'archives, la bombe Hiroshima, les camps, une fête foraine, voilà, tout le kaléidoscope humain. Et vraiment, c'est la force aussi, et c'était aussi notre souhait avec Aurélia, Anne et Benoît, je suis sûre, et aussi Toti dans différents espaces-temps, de montrer toutes ces dimensions qui ne sont pas univoques, unilatérales de l'art de Marcel Marceau, qui ne sont pas seulement on raconte une petite histoire dans laquelle il y a un personnage qui ressemble un peu à Chaplin, qui est un peu marrant et qui va nous faire rire. Il y a aussi ça, bien sûr, cet aspect burlesque, les aventures de Bip, mais il y a aussi
tout un pan complètement métaphorique, dramatique, proche de l'art asiatique. Et voilà, je voulais... Du coup, pour rebondir, pour aller un peu plus loin par rapport au programme de films qu'on va vous présenter, donc qui sont des films, un film inédit, un film plutôt rare, et Contrapunct qui est quasiment qui est quasiment même un film expérimental, qui est à la limite de l'expérimental. Donc il y a différentes facettes qui ne sont pas forcément les facettes que l'on connaît de Marceau au cinéma. Il n'y a pas le Mel Brooks, il n'y a pas Barbarella par exemple, qui sont, parce que c'est les rôles que l'on connaît le plus. Mais avec La Bague, on est avant Bip justement, quoi. C'est avant la création du personnage, donc on est là. C'est vraiment étonnant, quoi, parce que c'est Marceau avant Marceau, enfin Marceau avant Bip en tout cas. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Avec le film de Toti, là, c'est le côté road movie où on est sur la route, c'est les saltimbanques, la vie de la troupe. Il y a vraiment tout ce côté de la scène, véritablement. Et avec Contrapunct, là, on est sur quelque chose qui est, on est sur quelque chose d'expérimental. Et moi, je me posais la question, je ne sais pas, parce que c'est le réalisateur, c'est un cinéaste allemand qui appartenait à l'avant-garde allemande des années 50, qui a fait du cinéma, des films d'animation, et quelqu'un qui a complètement disparu, perdu de vue. Donc là-dessus, est-ce que vous avez des informations, par exemple, sur comment ils se sont rencontrés, et deux, est-ce que Marcel Marceau a participé au film, j'imagine qu'il était au courant, mais ou sur le montage, est-ce qu'il a vu, puisque justement Toti racontait ce côté un petit peu intrusif et là on a l'impression que c'est du coup il y a des images d'archives et des images de Marcel Marceau sur scène, et donc voilà, c'est tout un travail de montage. Est-ce qu'il a participé? Est-ce qu'il a laissé presque carte blanche, dire voilà, je te laisse ces images de moi et tu fais... Est-ce que vous avez des informations? Parce qu'il n'y a aucune information sur ce film, il n'y a quasiment aucune source, on ne trouve rien du tout. Et donc je me demandais, et c'est un film étrange, d'où ça sort? En fait, effectivement, moi j'ai un petit peu enquêté suite à la découverte de ce film. Déjà, en fait, Contrapunct, c'est le titre, et Contraste, voilà, le spectacle. En fait, ce titre provient à la base d'une pantomime de Marcel Marceau, qu'il a dû créer, je pense, dans les années 60. Et Hubert Segelk, donc cet Allemand qui a fait ce court-métrage, a adapté, en fait, je pense, en tout cas, laissé libre cours à son imaginaire, pour donner à voir aussi, lui, sa propre inspiration, ce que lui évoque ce numéro qui est très fort, en intercalant dans un montage alterné des images d'archives. Enfin bon, après je vous laisse le suspense aussi de la découverte, mais à la base, voilà. Et au niveau des traces, moi, ce que j'ai retrouvé des photos en fait de Marcel avec Hubert Segelk, des photos très chaleureuses en fait, où on sent vraiment c'est une belle rencontre, quoi. Il y a une bonne ambiance sur les photographies, et au dos d'une photo il y a écrit Marcel plus Hubert égale amitié. Donc j'étais tombée là-dessus, je m'étais dit c'était assez touchant, parce que voilà, on se dit qu'effectivement il y a quelque chose qui s'est tissé. Mais après à mon sens, je n'ai pas du tout la réponse. À mon sens, Marcel Marceau n'a pas participé à l'élaboration de ce court-métrage. En fait, il a été filmé au théâtre, sur scène, pendant qu'il représentait cette pantomime. Et Hubert Segelk, en fait, l'a filmé et a injecté aussi à l'intérieur des images d'archives, et a laissé libre cours aussi. C'est un peu un poème aussi visuel. Enfin, à mon avis, Marcel Marceau n'a pas collaboré à l'aboutissement de ce court-métrage. Il a fait confiance,
Et ça a donné ce court-métrage. Si je peux justement rebondir sur toi, c'est plus en avançant en âge qu'il plus préoccupé par ce qui allait rester ou ce qui n'allait pas rester encore ou ce qui n'était pas montré de lui, qui s'est mis à être un peu plus intrusif, voilà. Mais avant, c'était non, parce que ça se faisait. Le gars, il avait sa caméra. Enfin, c'était des jeux de miroir comme ça. Il y avait cet engouement collectif en quelque sorte pour ça, amitié. Et puis avec préoccupé, on était dans une histoire collective et on n'était pas dans des histoires individualistes. Et c'est devenu après, voilà, le monde change et vraiment par rapport à tous les films qui ont été faits avant, ce qui marque bien, c'est aussi l'Amérique, hein, parce que là-bas avec Shanks, tout ça, c'est quand même beaucoup lié à s'il dit juste non avec Mel Brooks, c'est parce que ça fait le buzz, on dirait aujourd'hui, ça fait le buzz. Tout le monde dit ah, Marceau ne dit qu'un mot. Bon, voilà, c'est bien, mais enfin. Oui, pardon. Oui, pardon. Oui, pardon. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, en fait, c'est la dernière folie de Mel Brooks, le titre du film, et c'est un film muet, entièrement, muet. Enfin, il y a du son, il y a de la musique, mais c'est tourné comme un film muet et il y a qu'un seul personnage, qu'un seul acteur qui prend la parole, qui dit un mot et qui dit non, et c'est Marcel Marceau. Donc c'est le gag, c'est le gag. Voilà. Par exemple, il ne voulait pas tourner avec. Il avait une proposition avec Louis de Funès. Il ne voulait pas tourner. Voilà, il y a des films. Voilà, Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé retrouver une maquette. C'est vrai qu'on aurait bien aimé retrouver une maquette ou en tous les cas un bout de scénario, quelque chose sur ce film, à part ces quelques photos où du coup j'ai pu voir le visage de ce réalisateur allemand. C'est vrai que pour le moment on n'a rien retrouvé. Ce qui était aussi assez choc pour nous, enfin très, très émouvant quand on a découvert les archives, c'est qu'on ne savait absolument pas l'existence de ce document, de ce film, et surtout en fait notre grand regret c'est qu'il avait un numéro qui s'appelait Bip se souvient et qui était voilà cette métaphore de l'humain avec à la fin la marche de l'humanité où en fait l'homme avance vers le public et il prend les tirs de carabine. Il les encaisse, il se relève, il avance à nouveau, il prend les bombes, il se relève, il avance à nouveau. Voilà. Et donc, nous, c'était un énorme regret de se dire que ce numéro n'avait pas été filmé. Et là, on découvre Contraste. Et c'est la genèse, en fait, du numéro que nous, on a connu, qui avait évolué vers Bip se souvient, en fait. Oui, est-ce qu'ils veulent faire des questions? J'allais poser la question, mais demandez-leur. Oui, mais non, c'est à vous de poser des questions. On sera très heureux de vous répondre le mieux possible. Il faut passer comme Attendez, excusez-moi, il faut le micro parce que c'est pas enregistré. Bonsoir. Je dis, est-ce qu'il a formé, comme il avait une école? Parce que là, il n'y a plus. Nous, on l'a vu chaque fois qu'il venait à Toulouse, mais il a eu une école effectivement il avait une première école qui était au Théâtre de la Musique, la Gaîté Lyrique à Paris. Je crois que c'était en 66. Ça a duré 2 ans. Et ensuite, il a ouvert l'école internationale de mimodrame Marcel Marceau à Paris en 78. Et qui a malheureusement fermé en 2005. Donc pendant, je sais pas, 27 ans, il a formé des dizaines, des centaines de jeunes de toutes nationalités qui venaient étudier l'art du mime et qui avaient la chance de pouvoir avoir Marcel Marceau comme enseignant, qui pouvait leur transmettre régulièrement aussi, qui pouvait leur fournir régulièrement des cours. Et donc, voilà, les jeunes venaient du monde entier. C'était incroyable, quoi, de tous les continents. Et pour lui, c'était très, très important de transmettre, d'enseigner, de former. Anne Sicot, tu as, par rapport à l'école en 78, tu étais avec lui quand l'école... Tu l'as cofondée avec lui, en fait, cette école. Comment ça s'est... Mais cette école, pour lui, transmettre son art était très important. Et c'est vrai, l'école
s'est ouverte. Il y avait les représentants des tendances aussi, avec le fils d'Étienne Decroux, Maximilien. Voilà, Marcel Marceau. Là, pour donner son insuffler comment dire, quelque chose qui est réductible aux mots ou au jet. Il enseignait sa technique, il enseignait surtout, quand il parlait de la suspension, quand il parlait du souffle, quand il parlait de ce regard, de ce face-à-face. Et aussi, il rappelait que Decroux l'avait congédié en disant « on ne voit plus la technique ». Lui-même se congédie après en disant « on ne voit plus, c'est trop naturaliste ou c'est trop réaliste ». Enfin, il voulait la stylisation. Mais voilà, il avait son art, il avait ouvert à beaucoup de disciplines, à l'art dramatique aussi, à l'escrime, à l'acrobatie. On avait tous, moi c'était plus, oui, le mime aussi, donc l'atelier expérimental, la classe expérimentale où je pouvais mener les expériences avec les élèves, avec beaucoup de gens qui passaient. L'opéra de Pékin, enfin, il y avait des visiteurs, il y a beaucoup de visiteurs. Après, ça s'est dégradé parce qu'on a eu des remontrances un peu difficiles. Disons que la cohabitation a été difficile. Donc moi, je ne m'aventure pas aujourd'hui sur ce terrain fâcheux de savoir, et qui a conduit quand même à la fin une fermeture. Mais il y a une série de difficultés, voilà, et pour gouverner cette école. Mais beaucoup de professeurs y faisaient confiance, beaucoup d'élèves et beaucoup de... Moi, j'ai formé ma première compagnie là, à l'intérieur de cette école. C'était la mission. Et après, je demandais une liberté de création, par exemple. Je demandais que la ville de Paris n'ait pas de contrôle. Enfin, ce qui est normal, un atelier expérimental, une compagnie, je dis, ce que je continue à dire d'ailleurs, aujourd'hui, avant tous les artistes, liberté artistique. Là, en ce moment, liberté de création, liberté de création. Et à l'époque, c'est ça qui est un peu fâché sur l'idée qu'on crée et que Marceau voulait absolument. Et c'était un laboratoire. Enfin, c'était, oui, il y a des choses. C'est vraiment passionnant. C'est tragique cette. Et par rapport peut-être aussi de dire qu'est-ce qui vient après, enfin peut-être la question de Madame, c'était aussi la jeunesse, quelle est la suite. Et évidemment, c'était pas le but d'enseigner, de faire des... comme après de Chaplin, il n'y a pas de Chaplin, après Marceau, il n'y a pas de Marceau, mais il y a autre chose et chacun va puiser dans ce prisme, dans ce kaléidoscope qui est un artiste, ce qu'il va développer lui-même. Donc certains travaillent avec le Théâtre du Soleil, il y a des anciens de l'école qui sont au Théâtre du Soleil aujourd'hui, d'autres sont allés vers la marionnette ou l'art dramatique, le hip-hop, la danse contemporaine, le théâtre, voilà, il y a tout ça qui s'est ouvert en mettant le corps et la puissance dramatique du corps au centre de la création. Mais effectivement, je pense se pose la question, après la carrière de Marcel Marceau, une telle carrière aussi, où dès qu'on parle de mime, c'est vrai que tout de suite on pense à Marcel Marceau, c'est vrai. C'est vrai que la question pour beaucoup d'artistes s'est posée, est-ce que le mime peut continuer? Est-ce que le mime peut faire école? Est-ce que vraiment on peut continuer à être mime après Marcel Marceau? Est-ce que ça fait sens, quoi? Est-ce qu'il faut changer même le mot, parler de mime contemporain, même de parler de mouvement, tout ça? Enfin, c'est des questions... Le théâtre physique. Le théâtre physique, oui. Pour essayer de retrouver, de repenser, même d'un point de vue très théorique, universitaire aussi, beaucoup de questions sur l'avenir aussi de cet art. Voilà, a-t-il un avenir? Peut-on repenser aussi une école sans Marcel Marceau? Est-ce que c'est possible? Alors que les influences sont multiples, comme l'a dit Camille, c'est vrai qu'après, à travers la danse, le hip-hop, toutes sortes d'influences, le théâtre contemporain, les héritages sont vastes, sont multiples. Après, le mime à proprement parler, en tout cas, moi, j'ai pas du tout la réponse, mais effectivement, c'est une question qu'on peut se poser.
Est-ce que ça a répondu, madame, un petit peu à votre question? Est-ce que une autre question? Allez-y. Moi, si je peux me permettre, je vais quand même en profiter pour dire, j'ai été beaucoup choquée, puisque c'est comme la commémoration de son décès, il y a 10 ans, de voir des initiatives avec le Centre national du théâtre en particulier, pour se poser la question du mime. Je crois qu'on avait attendu la mort de Marceau pour dire « Ah, on va enfin pouvoir discuter librement », comme si l'ombre de Marceau était le grand censeur derrière qui interdisait tout. Et ça, j'ai été très très choquée. Il y a eu sur Mimos aussi, qui est quand même un festival de mime, à Périgueux, là où sa famille a été rapatriée avec sa mère, sur le site le jour de sa mort, comme si enfin Marceau libérait le talent qu'il voulait supprimer des autres. Il y a un parfum qui traîne, qui est assez désagréable, et on sent bien une gêne autour de ça. Alors il ne faut pas qu'il y ait de gêne. Voilà, je pense que personne n'écrase quelqu'un d'autre. Il n'y a que l'économie qui écrase. Il n'y a que la situation des artistes qui peut empêcher les artistes, ou la dictature qui peut empêcher les artistes de penser, de se réaliser, de montrer leur travail. Je pense qu'un artiste... Donc ça, j'en profite pour dire que j'ai été très très malheureuse de ça. Et j'en souffre encore, je trouve ça terrible. Terrible ce qui s'est dit sur Marcel Marceau. Vraiment terrible. Donc qu'on ait le courage de discuter, on n'a pas peur de la discussion. Marceau n'a... bien sûr, quand on compare, voilà, et qu'on dit mais non, là c'est... on a peur de plus pas être dans le coup, mais on a peur de plus comprendre ou de plus être compris surtout. Mais vraiment, c'est pas personne a, voilà, il n'a étouffé personne. Et l'art du mime, quand on parle de transmission, qu'est-ce qui va se produire? Il y a plein de choses, il y a plein d'influences, il y a plein de pépinières. C'est formidable, voilà. Mais évidemment, on n'a pas c'est pas le mime comme si c'était. Il faut pas sectariser les domaines, voilà. Les domaines, vive la porosité, voilà, vive la porosité, vive la contamination. Alors voilà, alors je pense que Marceau a contaminé, et ça c'est ça qu'il faut ouvrir comme ça, sans avoir peur, sans le sanctifier, dire il y avait des choses qui étaient voilà, ça fait l'objet d'un débat théâtral sur son art, sur des choses qui sont... Mais comme tout, Chaplin aussi, il y a des films qui ont vieilli, il y a des films... voilà, il y a un rapport à l'émotion, un rapport à l'abstraction, les mimes lettristes, enfin, tout a eu lieu, enfin, voilà. Mais son voyage et voilà, ce qu'il a essayé de transmettre dans son école, ce qu'il a... Eh bien, tout ça est silencieux. Et Bachelard disait... si vous plantez une graine et que tous les jours vous ouvrez le sol pour voir si elle a germé, vous flinguez la graine. Alors donc, faisons confiance aux choses qui, voilà, ça s'est s'aimer, et il y a déjà plein de belles choses qui sont faites. Et puis, mais Aurélia est comédienne. Camille aussi, vous avez joué et puis vous continuez. Toi, tu as joué très petite avec ton père. Donc ça aussi, enfin, je veux dire, c'est quelque chose... voilà, sans faire, n'a pas de maillot rayé, pas de chapeau à fleurs. Hein, voilà, c'est ça aussi, c'est partout. Hein, donc, non, mais effectivement, en fait, je partage tout à fait tout ce que tu dis, mais effectivement, lui-même se posait la question, était obsédé aussi, voilà, sur l'avenir du mime, le mime. Il ne parlait pas de transdisciplinarité, c'est pour ça que, voilà, lui-même se posait des questions. Ça lui échappait complètement, il craignait aussi, mais voilà, de ne pas laisser de traces. C'est pour ça qu'il disait effectivement déjà au théâtre, il avait ce souci effectivement de laisser quelque chose, de laisser une trace. C'est vrai qu'au théâtre, on laisse moins facilement de traces qu'au cinéma parce que voilà, c'est beaucoup plus éphémère. Et alors en plus, un théâtre silencieux, que reste-t-il après ? Et c'est d'où l'importance, je pense, pour lui, et certainement ça lui échappait aussi, ces traces visuelles qui nous permettent aussi aujourd'hui de pouvoir se réunir et parler de lui et de pouvoir faire voir, même si ça n'a rien à voir avec une représentation de théâtre, vraiment, et tout ce qui se passait avec le public pendant une représentation.
Et finalement, je pense que les films qui sont les plus réussis, déjà ont été tournés par des réalisateurs de grand talent. Et surtout, il y avait ces fragments de réel qui, effectivement, ne sont pas au théâtre, dans cette boîte noire. Et c'est ces fragments de réel qui échappaient complètement à Marcel, qui amènent quelque chose dans les films qui est très, très intéressant et qui est vraiment à creuser. Je pense effectivement au film de Toti, ce road movie, au film de Segel, où il y a ces images d'archives, même si c'est magnifique de le voir sur scène, mais finalement ça amène quelque chose aux autres archives qu'on a vues, où tout d'un coup, voilà, il est en plein air aussi, comme dans le film de Toti, et on le voit en même temps se confronter aussi au réel de la rue, les voitures qui passent, les enfants qui le regardent, qui lui courent après, et lui en bip comme ça. C'est ça qui est troublant, et qui au cinéma, en tous les cas, est vraiment très très intéressant à creuser. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous ces témoignages vraiment chaleureux, et parce que j'ai eu la chance de le voir une fois à Toulouse, une seule fois, votre père, donc j'ai gardé un très très grand souvenir. On parlait tout à l'heure des rapports de Marcel Marceau avec le cinéma, et je voulais savoir d'une part comment il avait accepté le rôle dans le film muet de Mel Brooks, puisqu'il a une scène où il dit un mot, je crois. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Je ne sais plus, non. C'était bon, il aimait beaucoup Mel Brooks aussi. C'est aussi des affaires d'amitié. Et puis, ma foi, renverser les choses. Film silencieux et le seul qui parle, c'est lui. Voilà, il a tourné d'ailleurs et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. C'est le plan pour avoir le mot. Voilà, ça, c'était. C'est plutôt facile. Enfin, Mel Brooks, c'est vraiment une présence. C'est petit. Après, Barbarella, je ne me souviens pas. Vadim, il connaissait Vadim, parce que Vadim était aussi, prenait des cours de théâtre. Ils étaient ensemble, je crois, chez Dulin. Il aimait beaucoup aussi, il aimait beaucoup la famille, il aimait beaucoup Jane Fonda aussi, pour ses engagements aussi, pour l'actrice qu'elle était, la comédienne, ses engagements. Voilà, donc après, bon, Barbarella, je ne sais pas qui connaît... Voilà, le film de Barbarella. Maintenant, c'est comme ça. Non, mais il a joué à Barbarella. Il a joué. Oui, il a joué. Ah, oui, il est avec une torse nue, avec des perruques. Bon. Dans les archives que j'ai vues de l'INA, justement, il y a un making-of de Barbarella. Et c'est marrant parce que donc il y a Roger Vadim qui est là, il y a Jane Fonda, et puis il y a Marceau qui est grimé de façon ridicule, hein, enfin franchement. Et il explique en fait qu'il a accepté de jouer là-dedans parce que c'est un monde fantastique, c'est de la science-fiction, et que ça lui permettait d'être pas dans le réalisme, quoi, finalement, d'être dans un monde qui était forcément stylisé, quoi. Voilà. Oui, je me souviens, il est très très fier de son amitié avec Michael Jackson, les rock musician noir, je sais pas si oui, Michael Jackson, oui, tout le monde le connaît, non? Et il est très, parce que Michael Jackson, il a pris la démarche sur le vent, il a pris, oui, Moonwalk. Et alors Marcel, il est très fier, parce qu'il avait un rapport avec la jeunesse très vite fait, et la jeunesse contactait avec lui très vite aussi. Lui, ça, il était très fier. À part ça, les autres limites que lui-même s'est mis pour sa figure artistique, tout ça, c'était toute une autre chose. Mais vite communiquer, il avait une facilité énorme pour communiquer avec toutes des générations très éloignées de la sienne. Et bon, ça, c'est vraiment une qualité, non, pour un artiste. Merci. Michael Jackson, il aimait tellement Marceau qu'il a même voulu se blanchir la peau. Il a blanchi la peau, oui. Oui, pardon. Je voulais justement ajouter, pour rester dans le cinéma, justement, est-ce qu'il n'a jamais été approché par Pierre Tex, qui avait un univers quand même qui pouvait être proche de son travail? Non, j'ai vu Pierre Tex justement peu de temps avant son décès, parce qu'il faisait une tournée en France de son dernier spectacle. Et non, c'est-à-dire, voilà, ça ne s'est pas fait. Il y a aussi,
Ben Jacques Tati aussi, on pourrait connaissait dire très bien pourquoi. Voilà, en fait, tous ces personnages se connaissaient. Après, c'est le temps. C'était pas un homme de cinéma, en fait, Marceau. C'est un homme de théâtre. Et je vous dis, 360 représentations par an, c'est énorme. Il montait dans l'avion et repartait, mais même peu de temps avant qu'il tombe malade. C'est terrible. L'avion, à 6 h du matin, il traîne sa valise. Il va jouer 2 fois, 3 fois des théâtres de 4 000, 5 000 places. Au bout d'un moment, qui résisterait voilà. Donc, les propositions... alors, au départ, il y avait des gens qui filmaient, voilà, pareil, tu vois, comme toi, tu as pris la caméra. Bon, on passait un peu, c'était Avignon, on arrivait dans les C'était un moment très important pour lui, parce que c'est quand même un moment de sa carrière à Avignon. Il y avait les autres réalisateurs là qui s'étaient très formés aussi. Enfin, les autres gens du théâtre, comment s'appelaient ces messieurs-là? Enfin, les autres à l'époque, en 1976, enfin, je me souviens plus, mais ils sont très fameux ici en France. Et à ce moment, il est très... Et pour nous, rien, nous étions des jeunes gens qui le suivaient, tout ça, mais enfin, pour lui, ça a vite effacé, et pour nous, c'était une chose importante. Et il avait Enfin, il avait une vie très, très, très prise, comme tu dis, non? On ne pouvait pas demander des autres choses. Oui, il a possibilités infinies. Marcel, en fait, c'était infini, parce que son spectacle qu'il donnait, c'était cette infinité, les rapports de l'espace et le temps. Hop, on disait que Marceau, il n'était que ça. Les détracteurs de Marceau, ils disaient, il n'est que ça. Mais Marceau, il était beaucoup plus que ça, il le savait. Et lui-même, il rigolait quand on disait ça de lui. Non? Le Marceau, il est que ça. Parce qu'il faisait ce geste, il ouvrait toutes les possibilités de l'espace et du temps avec un seul geste. C'était vraiment le signe de la génialité, non? Mais, Louise Buñuel voulait, mais c'était au début de la cave, voulait le faire tourner aussi, mais il était vraiment entre les avions, et il n'a pas pu. Et ça a été, il avait beaucoup, beaucoup d'admiration aussi pour lui. Il n'a pas pu tourner avec lui. Oui, je le vois, ça. Oui. Oui, bonsoir. En même temps que j'écoute vos propos tout à fait passionnants, je regarde les images et j'avais envie de dire ce que je ressentais, c'est-à-dire, d'abord la poésie de ces images, poésie. Alors avec ce paradoxe que ces images rendent visible l'invisible et dissible l'indicible, et que c'est le paradoxe même de la poésie de nous faire sentir ce que autrement nous ne voyons pas et nous ne sentons pas. Voilà, très bien. Oui. Donc si, je sais pas, voilà, je vous invite à poser une dernière question. On est déjà à 20h30 et où je sais pas si vous voulez dire quelque chose pour conclure en attendant la. Quelque chose par rapport à la programmation de ce soir. Dans notre choix, il y avait aussi l'idée de réinscrire la figure de l'artiste de scène dans la cité, vraiment au cœur de la vie, au cœur de la ville. Que ce soit La Bague d'Alain Resnais, où en fait il est filmé dans la rue, que ce soit le film de Toti, où il y a pareil des passages où il est dans la rue, il est sur le toit d'une voiture avec les gosses qui sortent, qui le voient, enfin toute cette inscription. Et pareil pour le film de Séguel, avec ses incursions d'images réelles, d'images d'archives. Voilà, c'était très important pour nous. Que voilà, l'écrin de l'artiste dans son monde de star system, non, on voulait montrer que le théâtre est parti de la rue et du vivant et de l'inscription absolument dans la cité. Merci. C'est le mot de la fin. C'est un beau mot pour terminer, si ça vous convient. Merci beaucoup à vous tous. Donc on se retrouve tout à l'heure à 21h donc pour cette
pour cette première séance. Et puis je vous rappelle que demain à 17h, vous pourrez voir en avant-première le film du coup de Benoît Sorti, documentaire, et qui passera sur France 3, mais je ne sais pas quand. Vous connaissez les dates? De toute façon, venez le voir demain. Oui, venez le voir demain. Je vous dirai demain quand est-ce que vous pourrez le voir à la télé.